bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Nous allons désormais parler de progrès et de la surenchère technologique est-elle inéluctable? C'est le thème donc de notre prochaine conférence. Et avec moi pour en parler, j'ai juste à côté de moi Chloé Lusange. Bonjour. Vous êtes biomiméticienne, designer symbiotique. Alors qu'est-ce que c'est? Design symbiotique, c'est justement comment s'inspirer de la nature et de ces 4,5 milliards d'années d'avance d'innovation sur nous pour imaginer les métamorphoses de demain. Et donc, je suis à l'origine de plusieurs projets, à la fois de fabrication ou de réflexion autour, notamment comme la cartographie des futurs, qui est juste à l'extérieur. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, il y a Philippe Borstein. Vous êtes entrepreneur dans la compagnie des rêves éveillés et vous êtes éditeur de software et de création d'expériences en réalité augmentée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. La compagnie des rêves éveillés est une entreprise technologique, en fait, qui a créé une nouvelle génération de plateformes, d'outils, qui permet à tout le monde de créer, en quelques clics, des expériences en réalité augmentée, des expériences en réalité virtuelle. Qui permettent d'avoir une vision différente du monde qui nous entoure, mais aussi d'être transposé, transporté, téléporté dans des expériences virtuelles très facilement, très rapidement. Merci beaucoup. Et juste à côté, nous avons Antoine Saint-Épondil. Vous êtes journaliste et blogueur sur le site Cosmo Orbus et avez signé en 2019 L'étoffe dont sont tissés les vents, une analyse de la horde du contrevent aux éditions Gother. Oui, c'est tout à fait ça. Et je travaille donc en tant que journaliste dans la presse qui s'intéresse à la science-fiction, notamment des titres comme Ouzbek Erika et plus récemment sur Blast, qui est une web TV sur YouTube. Je co-écris une émission dédiée à la science-fiction politique qui s'appelle Planète B. Parfait. Et juste à côté, on ne le présente plus, le fondateur des Mondes Anticipés, monsieur Olivier Parent. Merci, bonsoir, tout à fait. Et en plus d'être fondateur des mondes Anticipés, avec Christian Cattard, je suis prospectiviste. Donc, effectivement, avec une attention, et je pense qu'on va en parler, aux mutations issues des innovations portées par des technologies. Donc le sujet du jour, c'est la surenchère technologique est-elle inéluctable? Et moi, dans un premier temps, je voudrais savoir ce que ce sujet vous évoque. Alors, est-ce que la surenchère technologique est inéluctable? Je pense que la question même peut-être ferme un petit peu le débat, parce qu'on est dans l'ère actuelle un peu forcé finalement de passer par la technologie. Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on est passé de l'ère... on est à la fin, selon moi, à la fin de l'ère du progrès et donc du progrès technologique, où on a passé 200 ans de grosses révolutions civilisationnelles. On est en plein donc dans la révolution technologique. Selon moi, on va arriver dans quelques décennies à la fin, notamment liée à la problématique des énergies, en tout cas des énergies telles qu'on les connaît. Il nous reste environ 35 ans de pétrole et de gaz et à peu près 100 ans pour tout ce qui est charbon et uranium. Les technologies aujourd'hui, elles sont énergivores et on peut pas les imaginer sans. Moi, je pense sincèrement que la nouvelle ère, la future révolution civilisationnelle, elle sera biomimétique. Et il y a à ce titre plusieurs innovations qui peuvent être réfléchies. Je pense toujours à l'énergie. Comment s'inspirer de la façon dont la nature crée l'énergie, comment elle la stocke, peut-être par la graisse, par exemple, la graisse animale, peut-être comment les animaux stockent l'énergie. Voilà, il y a toute une réflexion autour de ça qui font que, selon moi, aujourd'hui, on est pieds et poings liés dans la technologie, qu'on n'est pas forcément... c'est pas une réalité qui transcendra les futures générations. Alors, le progrès, la surenchère technologique. Je pense qu'il y a plusieurs notions dans cette affirmation ou cette question. La surenchère laisserait entendre qu'on survalorise
on fait du marketing autour de la technologie. Moi, j'ai tendance à penser que la technologie, c'est justement ce qui est spécifique à l'homme, c'est de savoir trouver, imaginer, mettre au point des outils. Aujourd'hui, certainement beaucoup plus technologie au sens informatique que dans le passé, bien évidemment, mais depuis toujours, l'homme a cherché à mieux comprendre, à raisonner et à trouver des solutions pour avoir une vie plus facile. Jean-Jacques Rousseau, pour le citer, disait que si c'est la raison qui fait l'homme, donc la partie rationnelle, la partie cartésienne, c'est le sentiment qui le conduit. Et on retrouve bien cette notion dans la surenchère pour générer de l'émotion, pour générer de l'engagement. À mon avis, la technologie, elle a toujours été présente et elle sera toujours présente. Et dans ce que tu fais, je pense que c'est aussi sur des fondements technologiques, peut-être pas tout à fait les mêmes que par le passé, peut-être plus hérités de la nature, mais quelque part certainement avec un appui technologique important. Je ne suis pas sûr d'être complètement d'accord. Pour moi, la question, il y a deux réponses possibles. La première, c'est oui, la deuxième, c'est non. Donc oui, à mon avis, la surenchère technologique est inéluctable. Si on reste dans le paradigme d'un monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, ordonnancé par un certain système, en l'occurrence capitaliste, de fabrication, de production, de diffusion, etc., de ce qu'on appelle la technologie et d'un certain type de technologie. C'est une technologie toujours plus puissante, toujours plus high-tech, toujours plus que la précédente, qui est elle-même en fait inscrite dans une logique de croissance infinie, exponentielle et de plus en plus... je ne sais pas si elle est de plus en plus incontrôlée, sans doute pas, mais en tout cas de plus en plus marquée dans nos vies, présente, etc. Après, du coup, la réponse est oui, la surenchère technologique est inéluctable dans ce paradigme-là, mais la réponse est non si on interroge le paradigme. Et le paradigme, à mon avis, est interrogeable par rapport à la notion de progrès. C'est-à-dire que la surenchère technologique n'est pas forcément liée au progrès. En fait, je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien évident entre les deux. Ça dépend progrès de quoi, progrès de qui, pourquoi, comment. Et voilà, si on assimile le progrès à l'innovation, c'est-à-dire l'idée de fabriquer quelque chose qui n'existait pas avant, dans ce cas-là, c'est pratiquement synonyme de technologie, mais pour moi, c'est pas forcément lié. Et justement, à l'aune aujourd'hui de limitations planétaires qui vont de toute façon nous contraindre à changer de paradigme, de gré ou de force, par rapport à la limitation énergétique, par rapport à la limitation des pollutions, des limites planétaires au sens large, du réchauffement climatique, etc. À ce titre, la surenchère technologique n'est tellement pas inéluctable que de toute façon, elle va être arrêtée à un moment ou à un autre, quoi. Donc c'est un peu une réponse un peu double et pas forcément très optimiste. J'irais dans le même sens que toi, Antoine. C'est effectivement, il y a à la fois il y a ce oui parce que on est pris dans un élan depuis le début de la révolution industrielle qui est de mettre le naturel sous la coupe réglée de la technologie, et où effectivement il y a un enchaînement permanent où il y a l'artificiel essaye de prendre en permanence la main sur le naturel, et puis surtout, capitaliste ou non, en tout cas, il y a des enchaînements de financement qui font que il vaut mieux utiliser la chaîne de production telle qu'elle existe plutôt que de se révolutionner. Donc, il pourrait y avoir ce mouvement inéluctable. Et en même temps, on l'a tous dit, chacun à notre manière, la notion de progrès est interrogée dans cette phrase. Et souvent, j'aime bien dire que le progrès, c'est comme un liquide. Il prend la forme de son contenant. Donc, on peut très bien faire un progrès technologique, scientiste, mais on peut très bien transformer le contenant en un progrès social, environnemental, etc. Et finalement, là, on a souvent utilisé le mot progrès en tant que tel, le progrès, avec un P majuscule, qui a été supplanté il y a de ça 20 ans par le mot innovation. Donc je trouve que c'est le plus beau hold-up de sémantique de ces dernières années. L'innovation qui est, alors ça tombe mal après une pandémie mondiale, qui plutôt agit comme un virus. Elle cherche à assurer le renouvellement de la génération N+1, quitte à malmener son hôte. Alors, comme je disais, que le progrès, lui, dans un nouvel entendement, on doit pouvoir lui faire prendre la forme que l'on veut. Et donc, si on considère que le progrès technologique a ses limites, des limites à la fois d'environnement, de ressources, on peut tout d'un coup faire de ce progrès autre chose. Donc on pourrait dire qu'il y a une notion de choix et de volonté dans l'inéluctabilité ou non du progrès technologique.
tout à fait. Et du coup, ça m'interroge aussi sur la notion même de progrès mise en opposition à la surenchère technologique. Est-ce que les deux peuvent aller ensemble? Parce qu'on a le progrès qui est potentiellement quelque chose de très positif, puisque on va vers quelque chose dans la sémantique, etc., de mieux, d'une certaine façon. Et le côté surenchère, est-ce qu'il n'est pas plutôt négatif? Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a pas mal de confusion comme tu l'as bien souligné, sur différentes visions du progrès, de la surenchère, etc. Donc pour vous, est-ce que la notion de progrès est vraiment, dans le cadre technologique et en fonction de tout ce que vous venez de dire là, est-ce qu'il est vraiment souhaitable? Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller vers un avenir technologique, etc. Pour moi, le concept même de progrès va prendre fin, en fait. Selon moi, le concept de progrès, c'est une notion qui implique d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus haut et de se repousser et de repousser toujours les limites. Je pense qu'on arrive à cette ère où il va falloir plutôt regarder nos acquis et les rendre plus robustes. Donc dans ce sens-là, je dirais que le progrès, c'est quelque chose qui, pendant les 200 dernières années, a permis à l'être humain et à l'humanité d'avancer de façon exponentielle, d'aller sur la Lune, de pouvoir imaginer aller un jour sur Mars. Mais c'est un concept qui, en soi, n'existe plus. Et en même temps, je comprends qu'on s'y accroche, et tout particulièrement à la technologie, parce que on n'a plus de Dieu, on n'a plus de conception même de quelque chose qui nous dépasse et qui soit qui explique notre vie ici. Et donc on est un petit peu perdu en tant qu'être humain en fait, c'est quoi le sens de la vie, et puis plutôt que de nous poser ces questions et d'essayer d'avancer là-dessus, on a les technologies qui nous permettent justement de nous ramener à un temps plus court, à quelque chose de plus immédiat et à répondre finalement à des désirs et des besoins cognitifs qu'on ne va plus chercher à l'extérieur. La technologie, je pense que on la voit comme un nouveau, alors je dis ça en rigolant, mais et encore, pas tant que ça. C'est un nouvel objet, une nouvelle façon de croire en quelque chose de plus grand, alors qu'en réalité, c'est un parasite, parce que ça nous empêche de réfléchir en tant qu'espèce humaine, en tant qu'espèce tout court au sein de la nature. Qu'est-ce qu'on doit faire pour survivre? Toute espèce devrait réfléchir à sa perpétuation. Et nous, on réfléchit à comment on va créer de nouvelles technologies. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit très sain, que le dieu technologique soit réellement celui qui va nous sauver la vie. Pour l'instant, on en est là, et ça nous amène quand même à de très belles créations, qui nous emmènera d'ailleurs sur le monde d'après. Mais selon moi, on n'emmènera pas toutes qui aujourd'hui est la surenchère technologique de j'ai besoin de mon iPhone et de mon Apple Watch, sinon je ne sais pas comment je habite sur cette terre. Je pense qu'il y a des choses qu'on va laisser derrière dans ce monde-ci, et puis la technologie, une certaine forme de technologie, va nous emmener plus loin. Personnellement, je dirais que le progrès ne s'arrêtera jamais. Après qu'il prenne une autre forme, qu'il prenne une forme qui soit plutôt symbiotique, une forme qui soit plutôt en adéquation avec un environnement qui soit plutôt dans le respect des différences. Mais le progrès, à mon sens, le progrès est le propre de l'homme. C'est-à-dire que l'homme peut-être est le seul animal qui, une fois qu'il arrive au sommet d'une montagne, ne considère pas que c'est la limite de son territoire, mais s'interroge à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière l'autre chaîne de montagnes. Et par contre, comme je le disais, voilà, je pense qu'il faut donner une intention au progrès, prendre conscience, comme on le dit tous avec nos mots, sur les limites d'un progrès technocentré, scientiste, solutionniste et scientiste, pour essayer de construire un autre progrès. Sinon, effectivement, on va ne faire que répéter les mêmes erreurs. J'aime bien ce que tu disais sur prendre le temps de faire le compte de nos acquis. Prendre le temps de se dire, mais oui, finalement, on a parcouru tel
tel chemin. Et ce chemin nous mène où? Donc, quel est l'horizon civilisationnel qui y a donc si on tire des tendances, etc. Et c'est là où on peut se dire, finalement, le progrès, comme je disais, qui prend la forme de son contenant, on peut réorienter peut-être. C'est à la fois, mais c'est vrai qu'il y a une inertie civilisationnelle qui peut être cassée par des événements limitants que sont les ressources, que sont le climat, que sont la démographie, que sont l'économie, etc. Donc on peut considérer qu'en tant qu'individu, on n'est rien, et à moins de se dire qu'on est, même en étant un, tous ces petits uns peuvent peut-être, avec le temps, influer. C'est pour ça que je pense que le progrès, on ne l'arrêtera pas. Par contre, on peut l'orienter. Je crois pas beaucoup à cette histoire de un par un influer sur le cours des choses. Alors à la marge un peu, sans doute, peut-être. Après, la question c'est progrès de quoi, et de quoi on assiste à la progression, en fait. Et pour moi, c'est intrinsèquement lié aujourd'hui dans même le non-dit un peu qu'on a là en discutant du progrès en général. C'est très largement adossé à la notion de la croissance, en fait. Et encore une fois, croissance de quoi? Si c'est la croissance du bonheur collectif et individuel et de l'amour qu'on a les uns envers les autres et de l'harmonie générale et tout, dans ce cas-là, la croissance est probablement une très bonne chose. Si c'est croissance du PIB économique, éventuellement, c'est un indicateur qui pourrait correspondre à une forme d'harmonie, pourquoi pas, mais a priori, c'est pas confondu. Enfin, même pas a priori, on assiste aujourd'hui à la certitude que c'est pas confondu. Surtout au regard du fait que la croissance économique est en opposition totale avec le progrès, par exemple, de la certitude d'un avenir durable, si on peut s'exprimer comme ça. Puisque plus croissance économique il y a aujourd'hui en l'état actuel des choses, moins l'avenir semble désirable à cause de l'aggravement du réchauffement climatique, etc., qui est lié à ces activités industrielles et commerciales. Donc, à partir de là, la question, c'est que cherche-t-on à faire progresser? Quand on parle de la progression des ventes d'armes mondiales, est-ce qu'il faut s'en réjouir? Quand on parle de la progression de la technologie de ciblage des missiles ou autre, etc. Enfin, je peux faire ça, ou de la progression de la vente de cigarettes. Enfin, bon, après, c'est plutôt en régression en ce moment, mais enfin, est-ce que c'est les bons indicateurs, quoi? Et donc, le progrès, la question, c'est progrès de quels indicateurs? Comment, en fait, décider que c'est une bonne chose et qu'on s'en réjouit? Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décider sur un coin de table ici. C'est quelque chose qui doit forcément être lié à une décision démocratique. C'est-à-dire, il faudrait qu'on puisse démocratiquement, et c'est pas le cas du tout aujourd'hui, choisir en tant que société, et peut-être en tant qu'espèce, je sais pas, c'est peut-être encore un autre chantier démocratique, mais en tant que société, déjà au niveau communal, après français, après européen, pourquoi pas, de se dire quels sont les indicateurs de progrès que l'on souhaite se donner. Et voilà. Et aujourd'hui, on est dans un monde où en fait on n'a pas choisi ces indicateurs-là. On n'a pas voté pour dire oui, c'est le PIB qui me paraît être l'indicateur absolu qu'on va devoir suivre et faire progresser collectivement. Pourtant, on est obligé ou pas, mais on est obligé de faire progresser le PIB en s'adonnant à des activités économiques qui vont nous faire vivre individuellement et qui vont essayer de faire croître globalement l'économie, quoi. Enfin, c'est cet indicateur précis, quoi. Donc, on est aveugle à certains indicateurs qui pourraient être des indicateurs de progrès, et on est surinformé sur des indicateurs qui, au final, sont assez abstraits et représentent au mieux pas grand-chose, et au pire un truc qu'on ne devrait pas appeler progrès, à mon sens, quoi. Il y avait l'astrophysicien et militant écolo Aurélien Barraud qui s'était illustré à l'université d'été du MEDEF, je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, en disant tant qu'on appellera progrès le fait de raser une forêt pour y mettre un parking parce que ça crée de la croissance, on n'aura pas commencé à parler sérieusement, quoi. Et je suis assez d'accord avec cette punchline. Oui. Je pense que pour compléter un peu tout ça, soit on voit les choses de façon optimiste en disant que le progrès, le développement de la technologie a permis au cours des 200 dernières années d'élever le niveau de vie des humains sur la plupart des grands pays, en tout cas occidentaux. Aujourd'hui, le challenge, c'est d'arriver à le faire également et d'avoir une contribution significative, le cas échéant, sur des pays qui sont encore en voie de développement. Ça a bien fonctionné sur l'Asie, ça fonctionne peut-être un peu moins bien sur l'Afrique. Donc c'est quelque part aujourd'hui moins de famine, l'élévation du niveau de vie, de la santé, la baisse du taux de mortalité, etc., etc. Donc des éléments qu'on pourrait juger de progrès et qui sont quand même liés
à différentes technologies, différentes vagues technologiques. On verra ce que l'Internet, l'économie de la connaissance va nous apporter véritablement. Dans l'après-midi, on parlait des impacts positifs et négatifs de ce qu'on appelle communément les métaverses. Qu'est-ce que ça va apporter à l'humanité? Est-ce que ça va nous aider à sauver la planète, qui devient un enjeu de société majeur? Donc, soit on se place du côté positif, en disant que le progrès a été pour l'homme un moyen de tirer profit, au sens peut-être strict du mot, tirer avantage des possibilités qui lui étaient offertes par la nature et par sa condition, ou au contraire, on se place du côté plus pessimiste en disant qu'on a toutes les chances d'avoir quelque chose qui va nous submerger et potentiellement la fin de l'espèce humaine sur Terre, liée notamment ou principalement au réchauffement climatique. Mais est-ce que l'homme aura les capacités à faire face à ça? Et c'est vrai que c'est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire, que ce soit à un niveau individuel. Comment prendre conscience de cet impact climatique que nous avons aujourd'hui? Comment mettre en œuvre des actions individuelles? Mais bien sûr, c'est au niveau collectif aussi que ça se joue. Et les décisions, comme tu l'as dit, sont certainement pas uniquement au niveau de la nation ou d'un pays. Elles sont par nature globales. Encore faut-il que tout le monde soit d'accord pour aller dans ce sens-là. Donc oui, les indicateurs, vers quoi veut-on aller? Est-ce que le passé était mieux? Est-ce que nous sommes des nostalgiques? Ou est-ce qu'au contraire, on reste positif sur le fait qu'on va pouvoir surmonter les challenges? D'une certaine façon, plus on avance, plus on a le sentiment sans doute que c'était pas si mal auparavant. Et pourtant, je crois qu'on est plus heureux sans doute que l'ont été nos parents. Je répondis juste, c'est très intéressant ce que vous dites, et il y a notamment quelque chose au niveau du vocabulaire, je pense, où j'entends progrès, je me dis, et indicateur de progrès, et comment on définit finalement le progrès. Je me dis, mais en fait, on ne parle pas de progrès de la vie, ça n'a aucun sens. La vie progresse éventuellement, mais on n'a pas de... ce qu'il y a de plus important en fait sur cette terre, c'est la vie, que ce soit la vie humaine, que ce soit la vie de façon générale. Le progrès de la vie n'a aucun sens. On parle d'évolution de la vie, et je trouve que d'un point de vue même vocabulaire, on est sur quelque chose qui définit directement un mode de fonctionnement qui est déjà, selon moi, erroné de base. Alors c'est très très intéressant ce que vous dites tous sur la notion de progrès. Dans le thème de la conférence, il y a aussi celle de surenchère technologique, et je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. D'aujourd'hui, sans mon iPhone et sans mon iWatch par exemple, je ne sais pas comment vivre. Est-ce que du coup cette surenchère technologique, non pas à être inéluctable, mais être déjà présente dans notre façon de vivre et dans notre rapport au monde et dans le prisme par lequel on voit le reste du monde, que ce soit par la réalité virtuelle et les expériences comme ça, par notre quotidien et la technologie complètement omniprésente. Est-ce qu'on n'y est pas déjà, en fait? Pour moi, le progrès... Je ne suis pas du tout anti-progrès, je ne suis pas du tout anti-technologie. J'ai moi-même un téléphone qui est caché dans ma poche et voilà, qui me permet d'être assise confortablement sur... Et puis même, on ne serait pas là, en fait, sans technologie. Malgré tout, je pense que la technologie, telle qu'on l'utilise dans nos quotidiens, telle qu'on s'appuie dessus comme une béquille au quotidien, ça prend du temps, en fait. Déjà, ça nous bouffe du temps, bon, ça c'est une chose, mais aussi ça nous donne une conception du temps qui est complètement... Enfin, qui change complètement la donne, c'est-à-dire qu'on est sur un temps de l'immédiateté, du maintenant, du dans 10 minutes, on est toujours... D'ailleurs, moi j'ai plus de montre, hein, j'ai mon téléphone, et mon téléphone me dit que, voilà, il faut que... Enfin, règle toute ma vie, il me dit que j'ai passé 1 heure sur mes mails, 3 heures sur Instagram, je sais pas. Et... La question, c'est, tout en gardant les bénéfices de la technologie, en fait, comment on se détache un petit peu de ce quotidien parfois malheureusement vide, enfin qui n'alimente pas en tout cas, pour retrouver du temps long. Voilà, moi, histoire personnelle, je vis depuis très peu à la campagne, vraiment au milieu de la campagne, dans une ferme. Et je redécouvre le temps long et je me rends compte que je vais faire une marche tous les matins et
Et au début, j'étais avec mes iPods et je voulais, enfin mes earphones, pardon, et j'écoutais un podcast ou un truc intéressant, quelque chose qui me faisait vraiment, enfin voilà, qui m'alimentait intellectuellement. Et puis un jour, je les ai enlevés. Je me suis dit, bah, je vais peut-être écouter quand même la nature. Et puis c'était dur en fait, les 10 premières minutes, elles étaient vachement dures d'être seule à la nature face au silence. Mais c'est plus du tout la même réflexion, c'est plus du tout la même. Voilà, c'est juste comment se réapproprier aussi son temps. Le temps, et tout en gardant le meilleur des deux, finalement. Une remarque, je pense qu'il y a un aspect générationnel, en fait. La génération de mes enfants, qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui, est baignée dans une technologie, est baignée dans un paysage Internet, on va dire, qui n'était pas le mien. Et je pense que leur culture est donc par nature autour de ces technologies, de ce mode de consommation, de ce mode d'usage différent de la génération précédente, qui était encore autour de la télévision, principalement pour s'informer, pour prendre l'exemple de l'information, qui est quand même un des nerfs de la guerre sur notre libre arbitre, notre mode de pensée, sur les valeurs. Dorénavant, c'est complètement différent pour eux. Et donc, cette culture qu'ils ont construite, et qu'on retrouve d'ailleurs, bien sûr, dans ce film que vous avez pu voir tout à l'heure, Ready Player One, va nous amener vers un nouvel horizon, qui sera différent, et qui deviendra, sans aucun doute, à un moment donné, principal et débordant, et qui impactera des générations précédentes, comme mes parents. Pour eux, Internet, c'est pas possible. Et se sentent déconcertés et complètement sortis du système parce qu'ils ne sont pas capables d'aller sur Internet, ne serait-ce que pour trouver à quelle heure partira le train. Donc un aspect générationnel qui me semble très important aussi à prendre en compte dans la notion de progrès, pour qui il y a une difficulté à s'adapter pour certains, quand pour d'autres, c'est leur environnement quotidien et leur premier usage autour des technologies qui sont maintenant à leur disposition. Alors, juste avant de répondre aux questions, je vous présente Sébastien Le Paul, physicien notamment à EDF, etc., qui nous répondra tout à l'heure à la question. Merci d'être venu. Par rapport à cette question de bain technologique dans lequel on est, hein, enfin, c'est clair ici particulièrement, mais en fait dans nos quotidiens, avec tous les dispositifs dont on est doté, etc., il n'est pas du tout question de rejeter. Enfin, moi, j'ai par exemple jamais dit ça, qu'il fallait rejeter, se tenir à la chandelle ou la lampe à huile, comme on entend parfois. C'est pas du tout la question, c'est au contraire de prendre acte du fait qu'on est immergé dans ces technologies au quotidien et qu'on est des utilisateurs, des utilisatrices, voire des surutilisateurs et des surutilisatrices de ces technologies pour conserver un esprit critique en fait par rapport à ces technologies. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis un joueur de jeux vidéo, pas énorme, mais quand même relativement régulier. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui sont d'indéniables progrès pour les entreprises qui les conçoivent, parce qu'elles développent des logiques d'addiction, des logiques de récompense immédiate, etc., avec des processus neurologiques qui sont bien connus aussi des concepteurs de réseaux sociaux, et qui font perdre ou passer un temps très important sur ces applis-là, de jeux, de réseaux, etc., et qui, pour l'utilisateur final, en fait, sont pas forcément tant que ça un progrès. Moi, je suis encore aujourd'hui très addict aux réseaux sociaux, j'essaye de m'en détacher progressivement, mais j'ai du mal, parce que je sais que c'est au-delà aussi de ma simple volonté. C'est des logiques vraiment d'accrochage. Je suis prisonnier de ce truc parce que ça me satisfait je ne sais quelle hormone au moment où j'ai une notification quelconque sur Twitter. C'est des choses qui sont parfaitement réfléchies, parfaitement faites exprès par les concepteurs de ces technologies et qui représentent pour elles un indéniable progrès dans la mesure où plus d'utilisateurs et plus elles peuvent monnayer leur appli, avoir des ventes dans le cas des jeux, faire des ventes sur leur plateforme de paiement, etc. Après, pour moi, dans ma vie, je ne suis pas certain que ce soit un progrès. Alors qu'au contraire, certains jeux ou certaines applis, certains sites internet sont un indéniable progrès dans ma vie quotidienne, dans mon travail, etc. Mon travail, comme celui, je ne sais pas pour vous, mais comme celui de beaucoup de personnes, de millions de personnes à travers le monde aujourd'hui, passe essentiellement par un écran en fait. Je peux aller voir les gens pour leur parler, mais c'est optionnel, c'est pas du tout principalement. C'est téléphone ou écran. Et donc ordinateur, etc. Et c'est pas pour ça que c'est pas bien.
Simplement, étant baigné dans ce bain-là, il me paraît légitime et même nécessaire de se poser la question de ce qu'on appelle en fait progrès, de ce qu'on appelle souhaitabilité, et donc de se demander à tel et tel moment, dans tel et tel cas, qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Encore une fois, les réseaux sociaux, Facebook est devenu hégémonique, ou les smartphones sont devenus hégémoniques, sans qu'on nous demande si on avait envie de les utiliser. Et bien sûr, on a décidé de les acheter, on ne nous a pas forcé à le prendre. Non seulement on les a achetés, mais en plus on les a achetés très cher. Et on s'est abonné, etc. Mais au final, c'est aussi parce qu'on était dans un monde qui, de plus en plus, rendait ces outils de moins en moins optionnels. Moi, dans mon travail, ce serait très compliqué aujourd'hui de me passer d'un smartphone, et ce serait totalement impossible de me passer d'une connexion Internet, par exemple. Et à la fois, je suis très content d'avoir Internet et j'utilise largement. Mais le smartphone dégrade ma vie autant qu'il l'améliore. Enfin, c'est un peu sans fin, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc voilà, moi, je suis pour un contrôle dans la mesure où c'est possible, et puis une décision aussi collective de ce qu'on utilise, ce qu'on n'utilise pas, ce qu'on appelle progrès. Et voilà, il y avait Macron qui avait fustigé ce qu'il appelait le modèle Amish il y a quelques années en disant on va pas refuser, c'était pas en parlant de la 5G, en disant on va pas refuser la 5G parce que je ne suis pas Amish. Bah, très bien, enfin, ok, on savait qu'il n'était pas Amish. Moi non plus, je ne suis pas Amish. Sauf que les Amish, même s'ils sont intégristes chrétiens dans leur mode de vie, dans leur conception, ils ont quand même quelque chose dans leur mode de vie qui est de soumettre à la décision collective les technologies qu'ils abordent ou pas, qu'ils utilisent ou pas. Et comme ils sont réac, ils utilisent pratiquement rien, ils votent pratiquement toujours contre. Mais au moins, ils votent. Et nous, on vote pas. En fait, on a le marché qui arrive et qui nous balance des nouveautés, qui teste. Et puis si ça se vend, si ça rend les gens addicts, et puis si c'est monnayable, et ben ça va être utilisé, et puis on aura considéré que c'est une décision des gens que d'utiliser ces applis-là. Mais dans quelle mesure la décision est libre et non faussée, dans quelle mesure cette décision fait preuve de libre arbitre quand il y a des logiques d'addiction derrière, quand il y a des armées de développeurs et designers qui font tout pour nous rendre accros avec ces logiques-là. Est-ce que vraiment on choisit d'utiliser ça, ou est-ce qu'on est agi par l'outil, etc. quoi. Oui, excusez-moi, j'étais bloqué dans le RER pendant 2 heures à peu près. Dramatique, je suis arrivé avec 5 minutes de retard, dommage. Donc je suis très content de prendre la parole. Dans le progrès, la technologie, l'innovation et, disons, le marketing, donc pour moi tout ça c'est des mots, pour moi tout ça c'est des mots qui ne sont pas du tout équivalents. Et je voudrais prendre un peu de distance par rapport au débat, parce que là je vois que c'est très collé à ce qui nous arrive aujourd'hui, mais bon, on est des contemporains, on rigolera de nos propos peut-être dans 50 ans ou 100 ans. Ce qui est, à mon avis, plus intéressant, c'est de voir que la science, en plus de répondre à des questions technologiques au départ, faire la guerre, etc., elle est venue naturellement, c'est-à-dire même le progrès, si on peut parler de progrès, quand on disait la nature, les premiers hommes, quand ils ont maîtrisé le feu, c'était un progrès, c'était une technologie. Quand ils ont inventé la roue, c'est pareil. Ainsi de suite. Donc j'avais égrené quelques grandes étapes, le feu, la roue, l'écriture, avoir accès au libre, c'est comme l'Internet. Moi, je ne suis pas du tout pour contrôler l'Internet, ça n'a aucun sens. On en reviendrait au temps du contrôler le livre, et ce qui est écrit dedans, etc. Des régulations qui sont impossibles. Donc pour moi, le progrès, je crois que c'est un grand mot, c'est déjà la science. La science, elle répond à la question de Dieu, en disant comme ça, par exemple, qu'est-ce que le temps, qu'est-ce qu'il y a avant le temps, etc. Donc à partir de ces questions fondamentales, il y a des sous-produits, et si je peux reprendre donc les sous-produits, c'est la technologie, quoi. Ça va être nos smartphones. Je ne sais pas si chacun sait que dans la salle que tous nos ordinateurs, tous nos smartphones, c'est un progrès dû à la mécanique quantique, aux semi-conducteurs. Donc c'est quand même fondamental. C'est pas du tout faire du marketing ou de l'innovation. Donc il y a des sous-produits, et donc pour reprendre la métaphore qui était écrite dans le petit texte avec la question, prendre la métaphore de la biologie, si on prend la théorie de l'évolution synthétique, il y a l'évolution graduelle, donc c'est ce que j'appelle moi le marketing, l'innovation, les produits qui apparaissent, disparaissent avec la sélection naturelle, et puis il y a les sauts. Hein, ça c'est la deuxième partie de la théorie de l'évolution synthétique, c'est les grands sauts, les théories saltationnistes où on dit que brutalement, alors c'est que quelques millions d'années, on ne sait pas les quantifier, on change d'espèce, on évolue, l'homme apparaît, etc. Il faut 2-3 millions pour qu'il ait son cerveau, on va disparaître. D'ailleurs, je ne pense pas que ça sera avec le réchauffement climatique. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est 8 milliards de gens
sur la planète. Donc c'est une conséquence de la surpopulation. Et donc tout ça pour dire que c'est inévitable, le progrès. Et qu'on ne peut pas lutter contre le progrès parce que ça fait partie de l'univers. Et l'humain est dans l'univers, il essaye de comprendre son univers. Et en essayant de le comprendre, il crée des technologies. C'est des sous-produits en fait. Et on va parler bientôt de l'intelligence artificielle, de l'ordinateur quantique, etc. C'est inévitable. Je ne vais pas dire que c'est bien, ça nous détruira peut-être. Et on peut même penser à un monde où il n'y aura que des robots. Voilà. C'est assez pessimiste, mais... Je peux poser une question parce que vous avez, dans ce que j'ai entendu, vous disiez justement la technologie, c'est à partir du moment où les hommes ont fait le premier feu en étant dans la technologie. Et du coup, je me demandais, dans la définition même de technologie, c'est intéressant de réfléchir à la technologie comme tout ce qui peut nous séparer de notre état sauvage, en fait. Ah oui, très bien, parce que là aussi, j'ai pensé à ça très longuement. Pour moi, l'homme est complètement détaché de la nature. Depuis très très longtemps. Donc c'est une illusion, vous parliez de la campagne, écouter les petits oiseaux, etc. C'est complètement une illusion, enfin une espèce de rêve, voilà, comme si on avait quitté le monde de l'Éden, et qu'on serait connecté au monde comme l'animal, etc. Mais pas du tout. On n'a rien à voir avec la nature. C'est pour ça que la technologie nous envahit. Parce qu'elle nous définit. Parce qu'on veut maîtriser notre espace, pas du tout comme un animal à son territoire, va chercher sa nourriture. C'est pas de dominer son territoire. Il vit dedans, il est complètement confondu à son territoire. Nous, on est au-dessus de notre territoire. Et c'est pour ça qu'on est méchant, qu'on casse tout, etc. Je trouve ça super intéressant ce que vous dites. Je suis complètement contre ce que vous dites, mais justement, je trouve que c'est très intéressant. Parce que, moi, je suis plutôt justement dans l'idée que le futur est le retour de l'homme avec un certain niveau de technologie peut-être, mais le retour à sa condition d'être vivant dans un grand tout. Et que justement, il faudrait aller chercher et s'appuyer sur la technologie pour aller chercher ça. Ce que j'entends aussi aujourd'hui, le processus de fabrication et de progrès de l'être humain se définit. La production, c'est clairement pour l'être humain, c'est je prends de la matière pour fabriquer de l'énergie et j'en sors de l'information. La nature fait très exactement l'inverse. Elle part de l'information globale. Ah oui, on va être en plein débat, mais c'est génial. Elle part de l'information pour justement créer de l'énergie et qui génère de la matière, qui génère la vie. Et moi, je trouve qu'on a, à un moment donné, j'espère en tout cas qu'il va y avoir un basculement dans notre mode de fonctionnement et dans ce que la technologie vraiment nous permet d'aboutir, ce à quoi la technologie nous permet d'aboutir. Est-ce que c'est par l'intelligence artificielle qui glisserait un petit peu vers une sorte d'intelligence universelle, pas au sens intelligence universelle tel qu'on le définit aujourd'hui, qui est un petit peu métaphysique et ésotérique, mais vraiment une intelligence artificielle qui nous permettrait de toucher à ce savoir justement universel qui permettrait de créer l'énergie, qui permettrait de créer la matière et qui nous permettrait finalement d'être en contact avec tout. Ça, c'est peut-être la complexification ultime de l'être humain. Je ne suis pas sûre que l'être humain soit l'être complexe ultime, justement, mais on est un pion sur l'échiquier. Mais c'est intéressant, du coup. Moi, par rapport à ce que vous venez de dire également, ce qui me fait réagir, c'est... autant je vous rejoins sur le côté évolutionniste et dire on assiste depuis toujours au fait que l'humain se déconnecte, c'est peut-être un peu ça le différenciant, se déconnecte de son milieu naturel initial, etc. Mais là où j'ai vraiment du mal, c'est par rapport à la notion de dire le progrès donc est inéluctable. Encore une fois, le progrès pour moi c'est un jugement de valeur. Ça dépend de ce qu'on appelle le progrès, quoi. Après, dire le fait que toutes les espèces et l'humain y compris évoluent et inventent dans le cas de l'humain inventent des dispositifs et essayent de s'adapter différemment, etc. Aujourd'hui, on n'essaye plus trop de s'adapter à l'environnement. Ça va peut-être revenir malgré nous, en fait, ce qui me gêne là-dedans, c'est une conception qui pourrait mener, enfin vos réflexions pourraient mener à cette conception qui consiste à dire le futur est déjà là, il suffit de le découvrir d'une certaine manière. Ça. C'est ce que vous dites ?
Ouais, d'accord, donc on n'est pas d'accord du tout. En fait, c'est une vision un peu d'archéologue, c'est-à-dire, en fait, je vais prendre mon petit pinceau et puis je vais aller découvrir le futur, et puis, alors il y a des machines pensantes, et puis, tiens, derrière, il y a le dieu machine qui va remplacer l'humanité, puis on va aller conquérir l'espace et tout ça. Bon, ça, c'est de la science-fiction. Non, mais il y a beaucoup de futurs. Hein. Oui, il y a des futurs. Il y en a beaucoup de possibles. Mais moi, c'est un truc qui me marque. En fait, le futur, il sera comme ça. Un truc qui me marque beaucoup, c'est quand on parle de ces technologies-là, qui sont peut-être des sous-produits, mais qui sont malgré tout des innovations, des progrès technologiques, si on veut. Quand on en parle au futur, justement, au lieu d'en parler au conditionnel. En disant le métavers sera ceci, le métavers sera cela. Alors quand c'est Mark Zuckerberg qui en parle, il vend sa soupe, donc à la limite, il faut qu'il le présente comme inévitable. Mais quand c'est nous qui en parlons, le métavers sera rien du tout. Le métavers sera ce qu'on en fera. Il serait éventuellement différents trucs, mais nous collectivement, l'humanité, on en fera quelque chose ou pas. Et pareil pour les machines pensantes, et pareil pour la conquête spatiale. On peut aussi décider aujourd'hui que c'est un non-sens et qu'il faut arrêter, parce que de toute façon, ça... Voilà, c'est pas quelque chose qui nous intéresserait de continuer. Alors je sais pas, c'est pas mon avis, hein, j'en sais rien. Mais on pourrait décider qu'on arrête, on pourrait décider au contraire qu'on met le paquet, je sais pas. Juste pour répondre à ça, là-dessus je suis tout à fait d'accord, c'est ce que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai bien précisé que dans ce progrès, moi j'aime pas le mot progrès, mais dans cette découverte de l'univers, parce que c'est ça le progrès, dans cette découverte de notre environnement, dans cette maîtrise qu'on veut de l'environnement, ça peut aller jusque dans tout l'univers, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau des mutations graduelles qu'on voit dans la théorie du darwinisme, c'est-à-dire c'est lent, etc. Il y a des innovations, elles vont mourir comme le métaverse, elles n'ont aucun intérêt. Et puis il y a les grands sauts. Et les grands sauts, on n'en a pas eu tant que ça. Il y a le feu, l'écriture, l'ordinateur, et puis il y en aura encore peut-être avant qu'on disparaisse. Donc voilà, c'est ça que j'appelle inévitable. Parce que ça vient des fondements de la science, et des fondements... c'est pas du marketing. C'est parce qu'on a essayé de comprendre le monde, et que ça aussi, c'est pas des sous-produits, mais c'est des grands produits. Enfin, le feu, ça a tout changé. C'est la conséquence de vouloir comprendre le monde. Oui, c'est la conséquence, mais vouloir comprendre le monde, c'est ça le progrès, pour moi. Et donc, ça nous mène à des dérives, c'est certes, et de toute façon, l'homme est mauvais, et donc il n'y a aucune raison qu'il fasse les choses pour les autres. Et donc, si on va dans un progrès, par exemple, où on aurait des IA qui nous permettraient de vivre plus longtemps, il y aura une toute petite fraction de la population qui vivra jusqu'à 200 ans, et les autres vivront, 80, 70. Mais c'est déjà comme ça sur Terre. Quand nous, on parle tous ici, les 8 milliards de gens qui sont sur Terre n'ont pas des téléphones, des ordinateurs, etc. Oui, un petit complément. Effectivement, moi, je suis en phase avec cette idée que la technologie est neutre. C'est les usages qu'on en fait qui ne le sont pas nécessairement et qui ne seront jamais. Donc il faut maîtriser ces usages, voire les contrôler, les réguler. Ça, c'est une première considération. La deuxième, c'est que il y a une grande inégalité sur Terre. Et c'est vrai qu'actuellement, on a l'impression d'être aliéné à cette technologie, ce qui empiète sur nos libertés individuelles et collectives. C'est lié sans aucun doute au fait que certaines entreprises ont pris le dessus sur ces technologies aujourd'hui numériques pour, quelque part, nous transformer en esclaves de leur monde. Et c'est tout le débat autour qui revient assez fréquemment, des métaverses. Qui les contrôle? À qui appartiennent-ils? En sommes-nous complètement dépendants, tributaires? Mais finalement, ces métaverses existent depuis toujours. On a toujours, en tant qu'être humain, je crois, imaginé d'autres réalités, ne serait-ce que pour se projeter sur qu'est-ce qui existe après la mort, paradis, enfer, ne serait-ce qu'en immersion, en regardant un film ou en se parlant, on oublie un peu notre environnement. Donc nous sommes des êtres doués d'une certaine forme d'imagination qui nous permet de créer des outils, des solutions pour gérer nos problèmes et satisfaire aussi nos besoins. Et ces besoins, effectivement, on pense les maîtriser à peu près sur comment satisfaire notre appétit pour apprendre, pour comprendre, pour s'informer, pour gagner de l'argent, pour sauver la planète aujourd'hui, pour en économiser de l'argent, et puis s'amuser, tuer le temps. Les machines remplacent assez fortement les travaux manuels, pas tous, mais on dispose de temps libre. Comment tuer le temps? Et comment donc tuer ce temps sur ces fameux réseaux sociaux où finalement on est dans un puits sans fond, où on devient complètement addict et on a peur de passer à côté de l'information. Ce qu'on dit en anglais, c'est fear, FOMO. Quelqu'un doit connaître l'abréviation, c'est la peur. Voilà, c'est ça. La peur de manquer, de ne pas en être partie, de en faire partie. Avec maintenant le ROMO, je crois, c'est la résistance pour justement décrocher
et s'isoler de ce monde qui nous emprisonne dans une information permanente. Ouais, moi, ça me fait vraiment réagir d'entendre que la technologie serait neutre et que ça dépendrait de comment on l'utilise. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Enfin, vraiment, pour moi, la technologie, mais c'est pas moi qui invente cette idée, c'est vraiment toute la tradition technocritique dans les sciences humaines, qui consiste à dire qu'au contraire, la technologie est vraiment le produit de ce qu'on en fait et des objectifs qu'on lui donne également. Quand on utilise de la technologie, quelle qu'elle soit, elle a toujours été conçue par quelqu'un. Elle a toujours été conçue pour faire quelque chose. On peut éventuellement l'en détourner, on peut la hacker, en faire complètement autre chose. On peut partir sur des usages totalement imprévus d'une technologie donnée, mais il n'empêche qu'elle aura été au départ prévue pour un usage bien spécifique. Moi, je suis aussi, dans mes diverses casquettes, je suis aussi game designer, donc j'écris des jeux, je fabrique des jeux avec des règles du jeu. Il est bien évident qu'une règle du jeu, même si on peut l'utiliser parfois d'une manière inattendue et détournée, une règle du jeu, c'est déjà quelque chose, c'est une machine à formater les gens, en fait. C'est une machine à formater l'usage d'un certain type de jeu. Quand on joue au Monopoly, on peut essayer d'y jouer d'une manière totalement punk et totalement nouvelle et peut-être inattendue, tout en respectant les règles du jeu. Mais dans ce cas, c'est un peu Matrix, quoi. On utilise les règles du système pour le subvertir, etc. J'adore. Mais il n'empêche, quand on joue au Monopoly, on est là pour se faire le maximum de pognon et écraser les autres. C'est le principe même du jeu. Et donc, c'est pareil avec les jeux vidéo, c'est pareil avec tout, et y compris avec tous les systèmes. On a toujours la métaphore du marteau ou du couteau en disant je peux couper une pomme ou je peux tuer quelqu'un avec un couteau. Oui, mais si c'est un couteau de Marines américains à cran d'arrêt, à manche chromée, je sais pas quoi, furtif et tout ça, c'est quand même plus efficace pour tuer quelqu'un que pour couper une pomme. Et si c'est un M16, a fortiori, c'est plus efficace pour tuer quelqu'un que pour couper une pomme, quoi. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent réagir là-dessus? Non, c'est juste spontanément, j'avais envie de réagir au Monopoly, parce que c'est justement un jeu qui avait été créé à l'inverse, en fait. C'était pour dégoûter les gens et montrer l'absurdité du concept. Alors, ça dépend des gens. Il y en a qui détestent le Monopoly, il y en a d'autres qui l'adorent. Donc, ça dépend. On va dire que ça dépend des gens. C'est un débat super intéressant. On pourrait y rester encore facilement 2 heures rien que sur le sujet donné. Ce que je vous propose cependant, c'est de voir s'il y a des questions dans la salle, notamment au vu de l'heure qui s'écoule. Et je vois absolument pas la salle. J'y vois rien du tout. Et là-bas, j'ai l'impression que... je sais... il faut que je donne un micro? Parce que du coup, c'est pas moi qui vais répondre aux questions. D'accord, ok. Bonjour. 1, 2. Oui. Bonjour, j'avais une question qui nécessiterait peut-être en complément un regard d'historien. Je m'interroge sur notre capacité en tant que société à faire des choix. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'une technologie apparaît sur le marché, est-ce qu'en tant que société, on a la capacité à lui dire non, à refuser son implémentation dans le monde, dans l'immédiat ou même à échéance 15-20 ans? Moi, je dirais qu'on n'en a pas la capacité parce que la technologie nous éclate justement sur le plan de personnes. La technologie nous rend individuels et tout en nous connectant les uns aux autres, puisque c'est vrai qu'on peut contacter des gens qui vivent en Australie, en Inde ou n'importe où, mais nous rendre réellement complètement individualistes. Individualiste ou même, c'est même pas choisi en fait, c'est juste prône l'individualité. Et dans le cadre de l'individualité, on peut faire son choix soit avec soi-même, mais ça devient plus compliqué de le mettre en œuvre, bizarrement, alors qu'on a la technologie pour le mettre en œuvre au niveau plus large. C'est compliqué de se faire savoir parce que c'est tout de suite un brouhaha. On voit sur les réseaux sociaux les informations, les gens qui réagissent. Ça devient tout de suite illisible et on est incapable de trouver vraiment un choix clair. Donc j'ai envie de dire que idéalement, c'est un outil qui pourrait le permettre, mais qu'en fait, on ne l'utilise pas comme ça, justement parce qu'on l'utilise au niveau individuel. Un commentaire, je ne sais pas si ça répondra à la question. Je pense que dans les fondements de ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, après une vague où on a trouvé ça sans doute très formidable, on parle de Web 2, où tout le monde a pu s'exprimer, et donc tout le monde a pu devenir un média. C'était il y a 10-15 ans, le début. Aujourd'hui, on est tombé dans d'autres travers où tout le monde, finalement, peut dire tout et n'importe quoi. Et tout ça a été aussi possible parce qu'on a mis en place l'anonymat sur Internet.
Donc ce n'est pas moi qui parle, mais c'est potentiellement mon pseudo, et je suis ignoré, ou plutôt je suis anonyme. De la même façon, il a été décidé, je me souviens de ça, c'était je crois en 2005, que les plateformes qui publient des contenus créés par les utilisateurs n'étaient pas responsables de ce contenu a priori, mais a posteriori. Du coup, elles sont tenues d'enlever les contenus s'ils sont illicites, s'ils ne respectent pas les règles de droit qui s'appliquent à un niveau global ou à un niveau local, c'est pas tout à fait clair pour moi, mais en tout cas, elles ne sont pas responsables de purger, elles ne sont pas responsables du contenu publié par les utilisateurs. Mais si on changeait ces règles, l'Internet qu'on connaît avec les travers des réseaux sociaux dont on parle beaucoup, pourrait se présenter d'une nature totalement différente. Donc je pense qu'on a les moyens assez faciles, par la régulation, par peut-être la reprise par les États ou les pays des données de leurs citoyens comme quelque chose qui appartient à la nation, n'appartient pas nécessairement à des grandes plateformes internationales, de réguler différemment l'organisation de cette société de l'information qui a effectivement envahi nos vies. Moi, je pense qu'il y a des régulations qui sont possibles. Quand on pense au clonage, par exemple, c'est quand même une technologie. Le clonage humain ne va pas se répandre pour plein de raisons. Enfin, il faut espérer. Puis de toute façon, c'est un peu foiré. Et si on revient aussi sur l'histoire, pour revenir aux années 30 ou à la radioactivité, quand quelque chose donc émerge de la science, vient de la science et crée une technologie comme les centrales nucléaires, la bombe atomique et tout ça, il n'y a pas de régulation parce que, pour revenir à l'objectif de l'homme, c'est de dominer les autres hommes et d'étendre leur territoire et de maîtriser l'énergie. Donc c'est une lutte pour la vie. Donc tant que c'est pour les bisounours, là on va laisser se répandre les choses, mais si c'est des choses qui permettent de prendre le pouvoir, il n'y a pas de régulation. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Moi je pense que la régulation de la technologie, c'est pas une question de technologie. Le choix de ce qu'on fait collectivement, c'est la définition de la politique. Donc c'est des questions politiques. Vous parliez du clonage. Le clonage humain est interdit. On peut le faire. On peut maintenir cette interdiction. On peut la maintenir interdite. La pédopornographie est interdite. On a les moyens d'empêcher ça et d'empêcher que ça se diffuse. C'est pas pour ça que ça le fait pas du tout, mais en tout cas c'est très très entravé, etc. Le trafic de drogue, le trafic d'armes, tout ça c'est interdit. Donc c'est plus ou moins réussi, mais en tout cas on peut pas acheter sur Facebook des Kalachnikov, etc. Donc voilà, c'est des choix qui sont politiques. En tout cas, moi, ma conviction, c'est que si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Si on considère que toute nouvelle technologie doit être implémentée le plus vite possible pour essayer d'être le premier pays d'être numéro 1, etc., dans une sorte de lutte, pour le coup, je suis pas d'accord du tout avec ce que vous disiez tout à l'heure, mais d'une espèce de lutte comme ça, survivaliste, de chacun contre tous, dans ce cas-là, oui, on va être il faut être le premier possible à avoir toutes les technos pour être le premier, mais le premier de quoi, dans quel but, c'est à quoi ça sert. Aujourd'hui, par exemple, il y a la course à la surveillance faciale, la reconnaissance faciale, et on est là, vite, équipons nos villes, mais pourquoi est-ce que... pour nous transformer nos villes en milieu carcéral, je sais pas, est-ce qu'on a vraiment envie, est-ce que c'est vraiment souhaitable? Et on peut aussi dire non. Après, en tant qu'utilisateur, on a une marge aussi, on peut essayer de dire non. La marge est plus réduite, et puis une fois que c'est déjà hégémonique, c'est beaucoup plus dur de s'opposer, mais malgré tout, on peut essayer. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Bonjour. Alors, je suis micro. Ça marche. Okay. Alors, merci pour ce débat. Alors, c'est vrai qu'au début, ça m'a un peu interpellée que vous parliez d'innovation parasite et ensuite de progrès parasite. Parce que c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont négatifs dans le progrès et dans l'innovation, mais il y a quand même eu des choses positives, notamment je pense à la santé, aux vaccins. Et je pensais que c'était un peu radical d'utiliser le terme innovation et parasite. Ça globalise certaines choses qui sont quand même à voir de manière plus objective et de mettre des séparations entre ce qui est négatif et ce qui est positif, à mon avis. Pour moi, la notion de progrès, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un jugement de valeur. Donc forcément, le progrès, ça implique que c'est positif. Donc effectivement, dire un progrès parasite, c'est un peu bizarre, c'est un peu un terme contradictoire. Donc il faut voir de quoi on parle, effectivement. Après, pour l'innovation, moi, je maintiens totalement. L'innovation, c'est juste inventer un truc qui n'existait pas. Ça ne sert pas forcément à quelque chose. On n'a rien innové sur le jeu d'échecs.
Le jeu d'échecs, il est fini depuis un moment. On n'invente pas des nouvelles pièces. On fait pas de l'échec en 3D. Enfin, on peut, mais du coup, c'est des échecs différents. C'est un autre jeu. On n'innove pas trop dans le cinéma. On a essayé avec la 3D. Ça n'a pas trop marché jusqu'à maintenant. Il y a des effets spéciaux et tout, mais ça reste de la 2D projetée sur une toile avec des gens qui le regardent. Et puis voilà, après, on peut innover à tous les niveaux dans les modes de narration, l'écriture, faire des séries, etc. C'est une autre écriture, c'est un autre style, etc. Mais fondamentalement, on n'attend pas forcément d'avoir l'odorama, etc. Et c'est pas forcément génial d'avoir l'odorama par rapport au cinéma. Ça n'empêche pas qu'il y a des grands films. La littérature invente en écrivant différemment les bouquins, pas en étant en 3D ou en étant... Et peut-être ça peut le faire, ce sera un autre type de médium qui peut être génial, hein, je dis pas le contraire. Je suis pas anti-innovation absolument. Mais considérer que l'innovation est forcément positive, non, je suis pas sûr du tout. C'est pas parce qu'on invente des trucs qui n'existaient pas que c'est mieux qu'avant, quoi. Juste rapidement, parce que je pense que j'ai utilisé moi les deux mots à coller. Je précise ce que j'entends par parasite. Parasite, c'est vraiment un être qui s'alimente sur un autre être pour vivre et pour survivre en fait. Et tout ce qui est progrès, toutes les disciplines sont complètement interconnectées. Et je dis pas que toute la technologie est parasite, mais que notre vie a été modifiée comme si un parasite, alors je pense à un truc un peu de bande dessinée ou de film, mais juste le parasite de mon téléphone dans ma main, qui sera bientôt probablement directement plugué dans ma main, c'est quelque chose qui vit en moi, à travers moi, et qui revient en fait un petit peu à ce qui a été dit après, qui ne peut pas survivre en fait si je ne le fais pas vivre. Et c'est dans ce sens-là que je disais parasite. Voilà. Eh bien, écoutez, il est temps de conclure, et ce sera le mot de la fin. Je vous remercie pour votre présence et pour tous ces débats fort intéressants. Merci au public d'avoir été là, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Encore quelques minutes ensemble pour clôturer cette édition parisienne de la saison 2 des Mondes Anticipés. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble de notre trentaine d'intervenants. Ça fait une belle liste. Des hommes et des femmes qui sont passionnés, qui se prêtent au jeu de discussion dans des domaines de la spéculation, d'une exploration intellectuelle, et qui, j'espère, vous aura passionné, autant qu'ils sont passionnants, qui vous aura intéressé, qui vous aura ouvert de nouveaux horizons, qui vous aura incité à anticiper et ainsi imaginer des futurs durables pour nous-mêmes et puis pour les temps qui viennent, pour les générations qui viennent. Je tiens aussi à remercier les personnels de la Cité des Sciences, avec la régie qui a été d'une efficacité sans faille, Sabine Hugues qui nous a accompagnés tout au long de ce week-end, ainsi que les équipes de Bénédicte Leclerc qui nous ont permis d'organiser cet événement. Je tiens aussi à remercier les bénévoles que sont principalement mon épouse, qui est en train de travailler sur les réseaux sociaux, et ainsi que tous nos amis qui, par leur gentillesse et leur soutien, nous ont motivés à continuer cette aventure. Avec Christian, nous tenons à remercier bien sûr nos partenaires, que sont le ministère de la Recherche, que sont l'ADEME, le CNES, l'IHEST et la Cité des Sciences, Univers Sciences,
qui, donc, pour la deuxième fois, nous a accueillis dans ce magnifique auditorium. La saison 2, les mondes anticipés, continue. Nous allons partir à la découverte de nouveaux territoires. Tu peux nous en dire quelques mots ? Pour la suite des territoires, on va partir à travers la France. On va partir à Marseille, à Pau. On envisage Strasbourg. Bref, un tour de France où on va essayer de continuer d'essaimer les messages qu'on a eus pendant ces 24 heures qui étaient intéressants. La première, c'est que j'ai le sentiment qu'on ne peut plus dire que les chants les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Je pense qu'il y a des chants pleins d'espoir qui sont intéressants, qu'il faut prendre en compte. D'autres points qui me paraissent aussi intéressants, on voit que la transcendance n'est pas morte. Je veux dire, Dieu, sous quelque forme que ce soit, se présente et se représente dans les fictions, que ce soit dans Ready Player One ou que ce soit dans Gattaca. À chaque fois, il y a une sorte d'évocation du religieux qui est là. C'est des nouvelles formes de religieux. Enfin, disons, il y a des mutations sur ces éléments-là qui sont présents. Et puis, le dernier point qui est fondamental, probablement, c'est celui de la curiosité insatiable qui est celle de nos participants et qui nous mène et nous mènera encore autour de la France. Exactement. La curiosité, c'est... avec Christian, nous donnons des cours en université ou dans différentes écoles. Et c'est exactement au travers de la prospective, quand on la vulgarise, quand on l'amène et qu'elle utilise, par exemple, la science-fiction, comme on a fait tout au long de ce week-end, c'est d'inciter effectivement le spectateur à être curieux. Il faut être curieux du monde qui nous entoure, il faut être curieux de ce qu'on essaie de nous faire passer pour un simple divertissement. Et tout d'un coup, quand on prend le temps d'une lecture, on a parlé du temps long, là, notre chère Chloé qui a redécouvert la marche en silence dans la nature, sortir du temps court, de l'immédiateté, du vite consommé, vite jeté, vite remplacé, auquel nous incite la modernité et les outils technologiques tels qu'on en a parlé, avec ces addictions de gestes, etc. Quand on prend le temps long d'une lecture du tissu culturel qui nous porte, eh bien tout d'un coup on voit émerger des ferments, on voit émerger des graines, on voit émerger des idées qui n'étaient pas là de manière immédiate. Et c'est ce que nous cherchons à faire ici. Nous allons le faire, comme l'a dit Christian, dans différentes villes de France. Et à chaque fois, comme on l'a fait ici, nous avons invité des artistes, des universitaires, des entrepreneurs de l'Île-de-France. Quand nous irons à Marseille, nous ferons pareil. Et nous inviterons des artistes, des universitaires, des élus, des entrepreneurs de Marseille, de Pau, de Grenoble. Nous sommes invités à Grenoble, c'est une bonne nouvelle, pour essayer d'inciter tout le monde à imaginer d'autres futurs pour sortir des déterminismes peut-être qu'on nous impose par souci, par envie mercantile ou je ne sais, peut-être par d'autres déterminismes. En tout cas, reprenons ensemble le cours de notre destin. C'est peut-être très bien ce par quoi on peut finir. Je ne peux que adhérer à ce projet avec plein d'idées très inspirantes qu'on a eues pendant ces 24 heures. Exactement. Avant de partir, faites un dernier tour dans l'exposition. Vous y verrez donc effectivement les installations de Chloé et de Raphaël qui chacune propose une manière, un filtre, une lorgnette particulière pour regarder le réel, essayer d'imaginer les next steps, les pas suivants à ce réel. Et on se retrouvera sur les réseaux sociaux. L'ensemble des conférences seront mis en ligne sur le site des Mondes Anticipés dans l'ordre chronologique d'ici quelques jours. Et donc, les conférences de cet épisode viendront augmenter le catalogue de conférences que vous pouvez consulter quand vous le voulez sur le site des Mondes Anticipés, monde-anticipé.fr sans accent. Et en tout cas, merci de votre présence. Et elles sont déjà sur le site de la Cité des Sciences. Oui, en plus, tout à fait, oui. Et donc, merci de votre fidélité, merci de votre présence, merci de votre présence en ligne. Et on se retrouvera pour de prochains épisodes, une saison 3 ici, sur laquelle nous sommes en train de travailler, mais on ne dit rien encore. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.